Bonjour Philippe, Salut Nicolas, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast Better Call Nicolas. Je t'en prie, un grand plaisir. Ouais, tu es un grand solopreneur, donc je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à raconter. Ouais, j'espère pouvoir inspirer ton audience. Parfait. Bon, on va commencer par la question de base, hein. Ouais. Qui es-tu? Parle-moi un peu de toi et de ton parcours. Qui je suis? Qui je suis? Moi, Philippe, 38 ans. Si je rentrais dans le perso, Philippe d'origine haïtienne. J'ai grandi à Villers-le-Bel dans le 95. Et pour la faire un petit peu courte, mon parcours académique, je dirais que, alors moi, j'avais des facilités dans les matières littéraires. Donc, je me suis naturellement dirigé vers une filière juridique de droit. Et donc, j'ai pu obtenir ma licence de droit. Et voilà, un parcours académique assez simple. Ça n'a pas toujours été le cas, quand je parle du fait que ce soit simple. J'ai commencé, moi, avec un bac électrotechnique, par souci je dirais, de désorientation. Je pense que j'ai connu le problème de beaucoup de personnes. Une fois arrivé en troisième, lorsqu'on nous demandait ce qu'on voulait faire comme suite de nos études, on ne savait absolument pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi la masse, j'ai suivi le mouvement et j'ai été vers une filière technique, mais c'était absolument pas ce qui m'était, en tout cas pour moi, destiné. Et par la suite, je me suis réorienté, j'ai fini dans une filière de droit. Donc, j'ai pu obtenir ma licence, et puis après, je suis entré dans le monde du travail. Ouais. Très bien. Donc, quand tu es entré dans le monde du travail, tu es rentré en tant que salarié. Exactement, exactement. Quels Le ont premier été pas, tes... le premier pas en tant que salarié a été très, je dirais, cocasse. Alors, le vrai premier pas, c'est en tant que, donc, j'étais étudiant quand même, j'ai travaillé pendant mes études. J'ai travaillé au parc Astérix. J'ai travaillé pendant 7 ans au parc Astérix quand même, à côté de mes études. Et puis une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai pu commencer ma carrière, je dirais, dans les assurances, en tant que conseiller en assurance. Donc c'était assez bizarre de commencer comme ça, mais expérience vraiment très enrichissante. Très bien. Et à quel moment tu as eu justement cette inspiration du soloprenariat? Bah, c'est un peu une opportunité, je dirais. Pour la faire simple, j'ai un ami qui lui avait beaucoup de ressources, hein, qui lui était déjà dans l'entrepreneuriat, qui vivait en Guyane et qui m'a proposé un deal. Il avait l'envie de diversifier un peu ses investissements. Il savait que j'avais une petite expérience dans la restauration. Donc, ce qu'il m'a proposé, c'est qu'on s'associe et qu'on crée notre restaurant via une franchise Subway. Et donc, il m'a proposé de monter ce projet-là ensemble. Et j'ai accepté tout de suite, hein, moi, tout ce qui était horaire de bureau, travail de bureau. Et j'ai senti que c'était pas pour moi, véritablement au fond. Et quand il m'a proposé cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion et on a lancé ce business-là. Et c'était mon premier pas en tant qu'entrepreneur, en tout cas, pour ma part. D'accord. Elle a duré combien de temps cette expérience? Cette expérience, elle a duré à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi en tant que C'est gérant quoi? de. C'est quand même conséquent. Donc tu étais gérant du Subway. Exactement, j'avais tout, je m'occupais de tout en fait, hein. Lui, il était pas sur place. Il vivait en Guyane. Donc moi, je m'occupais vraiment de la partie RH, gestion humaine, planning, gestion des stocks, vente en direct, client, vraiment tout de A à Z. Donc j'étais vraiment tout seul à ce niveau-là. Donc c'était vraiment très compliqué au début, mais super enrichissant. Tu étais à la tête de ce business, quoi. En fait, c'était comme si c'était ta boîte pour faire simple. Exactement, hein. J'avais tous les contacts, j'étais même fourni avec la banque, j'avais les liens avec les franchiseurs. J'étais vraiment le gérant de la société à ce moment-là, ça c'est sûr. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était enfin, il souhaitait investir, mais il préférait aller sur un modèle de business qui était déjà éprouvé, plutôt que d'en créer un de zéro, en fait, finalement. Exactement. Lui, il avait plutôt l'état d'esprit de vouloir se prendre la tête le moins possible. Donc, il a pensé à ce type de business model-là. Moi, n'ayant pas d'expérience tout seul dans la restauration, ça m'a aussi plu de commencer comme ça, d'avoir un business model déjà clé en main, hein, avec déjà des visuels, des produits, une clientèle, etc., une cible. Et ça a beaucoup aidé au début d'avoir ce modèle-là clé en main. D'accord, ok. Et donc ça a été ton premier grand pas, donc ton switch du salariat au soloprenariat. Exactement. Et quels sont, moi je le sais, mais pour le coup, les gens qui nous écoutent, peut-être
vont Mhm. justement aimer en savoir plus sur toi. Quelles ont Ouais. été tes autres, tes autres réalisations en tant que solopreneur après par la suite? Alors, ce que j'ai pu faire par la suite, alors c'est toujours après une question d'opportunité. C'est jamais un pas qui est voulu. C'est toujours, il y a une opportunité se présente, je la prends et puis je me laisse un petit peu guider. Et j'ai une opportunité d'investir dans l'immobilier. C'était en 2017. J'ai investi en tant que particulier classique. Hein. J'avais pas vraiment un grand objectif à ce moment-là. Je vais investir de manière classique, comme un bon père de famille peut le faire, même si je suis pas papa. Mais je voulais vraiment investir. Quelque chose qu'on va m'inculquer depuis tout jeune. Et j'ai eu l'opportunité de le faire à ce moment-là. Et j'ai investi donc dans du locatif, un petit immeuble de 3 appartements. J'ai investi à Villers-le-Bel, dans la ville où j'ai grandi. Et cette opportunité-là, qui était une simple volonté d'investir, de diversifier moi aussi mes revenus, s'est transformée par la suite en professionnalisation lorsque j'ai appris ce qui était possible de faire avec l'immobilier. Et voilà, par la suite, j'ai monté ma société. On en parlera peut-être un petit peu par la suite en lien avec l'immobilier. D'accord, très bien, c'est très intéressant. Donc en fait, que ce soit tes premiers pas en tant que gérant de Subway ou en tant que acteur dans le monde de l'immobilier, tout cela s'est fait par opportunisme pour le coup. Exactement. C'est comme si la vie t'avait indiqué un chemin pour. C'est tout à fait ça. Il y a souvent la question de savoir est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient. Je t'avoue, j'ai pas vraiment la réponse. Je sais pas si j'avais l'âme d'un entrepreneur et je me suis découvert sur le chemin cette âme-là qui m'a guidé où je suis aujourd'hui ou si je l'ai appris bon, au fur et à mesure. Mais effectivement, j'ai jamais eu cette volonté, au tout début en tout cas, de vouloir m'émanciper, d'être mon propre patron. C'est vraiment venu au fur et à mesure des opportunités qui me sont présentées. C'est ce qui est assez marrant. C'est venu par la suite, petit à petit. D'accord, ok. Donc ensuite, là, pour le coup, on va mettre les pieds dans le plat, hein. Ouais, Aujourd'hui, je vois un décor particulier derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? exactement. Alors aujourd'hui, le décor que vous voyez là, c'est une hotte d'aspiration de restaurant. Et là, je suis dans le business des dark kitchen, des dark kitchen. Donc, dans le business de la food, de la restauration. D'accord. Explique-nous, qu'est-ce que c'est qu'une dark kitchen finalement? Alors, qu'est-ce qu'une dark kitchen? Pour la faire simple, une dark kitchen, c'est un business model. C'est un business model dans le domaine de la food, donc de la restauration. Et le concept, en fait, c'est d'avoir un petit laboratoire de cuisine et de vendre des plats à emporter via les applications de livraison que tout le monde connaît, Uber Eats, Deliveroo. L'objectif, c'est pas d'avoir pignon sur rue, donc c'est de ne pas avoir de vitrine forcément, mais on peut être dans un local, on peut être chez soi, on peut être dans une cave, créer sa propre cuisine et créer des plats et puis les vendre via les plateformes de livraison. Donc c'est un système qui est un petit peu opaque. On n'accueille pas de clients, c'est vraiment uniquement de la vente emportée. Ça, c'est le business model d'origine de la Dark Kitchen, même si elle évolue au fil du temps. L'origine de la Dark Kitchen, c'est ça. Préparer des nourritures dans un local et puis faire de la vente à emporter. D'accord. Comment toi, en tant que, mais on peut le dire quand même, parce que tu as quand même quelques années en tant que solopreneur, investisseur, euh, te vient l'idée de te lancer dans le commerce de bouche, précisément dans la dark kitchen. Du coup, tu risques de te surprendre, opportunité, encore une fois, encore une fois. Il s'avère D'accord. que je suis propriétaire des murs. Là, c'est un petit immeuble que j'ai dans le nord de la France. Et c'est un investissement locatif que j'ai. Et il s'avère que initialement, j'avais vendu cet immeuble. J'avais trouvé un acquéreur. Alors, il faut savoir, cet immeuble-là, il y a deux lots. Il y a un local commercial en bas et un appartement au-dessus. Donc, j'avais un très beau rendement. J'avais trouvé l'acquéreur. On était OK sur les chiffres. On allait procéder à la vente. Et puis, je reçois un courrier de mon locataire du local commercial qui me dit qu'il va partir. Il m'annonce son congé. Donc moi, comme je suis dans la vente avec un acquéreur, je dois lui en avertir, hein, je dois l'informer que mon locataire va partir. Et quand il a eu vent de ça, ben, il a décidé de mettre fin au compromis, hein, ce qui est son droit, donc de ne pas conclure la vente. Donc je me suis dit, bon, je me retrouve avec un local vide. Il faut savoir, c'est une région où les locaux ont du mal à se louer. Je savais que j'aurais très peu de chance de trouver un locataire de cette qualité-là. Donc je me suis dit, je vais l'exploiter, ce local. Et j'ai eu plein d'idées hein, avant d'en venir à celui-ci. J'ai pensé à faire une laverie, j'ai pensé à le transformer en appartement, j'ai pensé à faire quelque chose de divers et varié. Et puis, j'ai eu vent des business de Dark Kitchen, parce que moi, je suis un gros consommateur des plateformes de livraison. Et je me suis dit, tiens, c'est une ville qui m'a pas l'air super développée en termes de propositions
de cuisine. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les applications. Il n'y avait pas grand-chose. Je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de saisir un problème. Donc, le manque de propositions et de créer ma cuisine dans ce local. Voilà comment m'est venu l'idée. Très bien. Et l'idée que tu as maintenant de Ouais. développer une dark kitchen, est-ce que c'est une idée, un concept qui part de toi totalement ou c'est un concept que tu as été utilisé ou prendre ailleurs? Alors là, ça s'avère que là, je suis en contrat de licence. C'est-à-dire que, enfin, c'était le cas initialement. Là, ça va évoluer. Je vais me tourner vers la franchise. Mais là, je suis sur un contrat de licence. C'est-à-dire que j'exploite les marques de quelqu'un d'autre. Alors, je peux exploiter mes marques à moi, mes produits, mais également, il y a des partenariats, donc des contrats de licence, vendre des produits qui sont construits par d'autres fournisseurs et d'autres propriétaires. Donc là, aujourd'hui, je D- suis dans ce modèle-là. D'accord. Donc en fait, toi, tu as une idée de créer un commerce de bouche, pour le coup, finalement, OK? Et tu te dis que la voie, entre guillemets, la plus accessible pour toi, qui est dans un territoire, pour le coup, au départ, que tu ne domines pas et que tu ne connais pas spécialement, c'est de développer ton idée sous une bannière. C'est un peu Exactement. ça. Tout à fait. Ça veut dire que le fait de le faire sous une bannière, tu bénéficies aussi de l'apport en expérience, Exactement. en produits et autres, Ouais. euh, d'une tierce personne pour toi amener ton idée à se pouvoir aller dans l'exécution rapidement. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, j'ai beaucoup hésité, hein. J'ai voulu d'abord commencer avec mes produits, mais j'ai très rapidement compris que la restauration avait changé. Pour reprendre une phrase célèbre, le football, il a changé. La restauration, ça a changé. J'ai compris très rapidement que faire des bons plats ne suffisait pas, avoir un bon emplacement ne suffisait pas, mais qu'aujourd'hui, on vivait dans le monde du marketing, euh, dans le monde du visuel. Et j'ai très rapidement pris la vague de ce qui se faisait un petit peu déjà, hein. C'est-à-dire que on a des personnalités célèbres, des youtubeurs, instagrammeurs, etc., qui créent leurs propres plats et qui ont déjà une communauté déjà de base à qui il suffit juste de dire, j'ai ouvert un restaurant pour que dans la journée, tu puisses vendre tes plats déjà, juste parce qu'ils sont abonnés à ta page. Donc j'ai compris ce business qui changeait. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc j'ai testé les produits avant d'arriver à signer le contrat. J'ai d'abord testé des produits que j'ai appréciés. Donc en tant que consommateur, j'ai vu la plus-value, hein, parce qu'il suffit pas d'être bon au marketing à un moment donné, il faut aussi dans la durée pour pouvoir durer, donc pour le coup, que la qualité soit au rendez-vous. Donc j'ai vu le côté marketing et le côté qualité produit étaient réunis, donc je me suis dit le combo il est parfait, donc je me suis lancé là-dessus. D'accord, très bien. Et maintenant, sur ce territoire-là, est-ce que pour tout ce qui est du ciblage client, pour le coup, sur le territoire que tu ne connais pas, est-ce que tout t'a été fourni ou est-ce que tu as aussi fait tes propres recherches? Il y a, je te dirais un petit peu des deux. Il faut savoir que les partenaires avec qui je travaille, ils ont énormément de data. Et la data, c'est l'art de la guerre aujourd'hui. Donc, sachant qu'ils ont déjà d'autres restaurants avec qui ils travaillent, donc ils ont énormément d'informations. Donc, avant même que j'ouvre, ils m'ont dit combien j'allais faire de ventes par jour à peu près, combien est-ce que j'allais toucher, etc. Et savoir que ça s'avérait vrai, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, la data qu'ils m'ont fournie, moi, m'a déjà amené une base clientèle, grosso modo. Donc, eux, ils avaient déjà la tranche d'âge, plus ou moins, qu'elle est commandée. Et ça, c'est un gros élément, un gros plus pour le coup. Là où moi, j'ai mis ma patte, c'est que malgré que je sois une dark kitchen, parce que c'est un petit peu un système hybride, moi, j'ai pignon sur rue pour le coup. J'ai un local, donc j'ai une vitrine. Les clients peuvent rentrer, ne peuvent pas consommer sur place, mais peuvent commander, prendre leur plat et partir chez eux. Donc, à ce moment-là, moi, il fallait que j'arrive à attirer des gens chez moi, peu importe leur critère d'âge, pour qu'ils puissent venir consommer mes plats. Donc ça passe par du marketing, par des flyers, voilà, par plusieurs moyens comme ça pour attirer des gens. Donc il y a eu ces deux volets-là. Un volet qui a été fait par le partenaire et puis un volet qui m'a convenu à moi. Ok, très bien. Donc, tu es, quand même euh, dans l'action et pas Ah oui, passif. exactement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on t'apporte quelque chose, on t'apporte de la connaissance, on t'apporte de la data, de la donnée, comme tu viens de le dire. Et toi aussi, tu mets des éléments en place, organiques. Tu poses des actions sur le terrain, comme tu dis, en termes de distribution de flyers, Tout à fait, ouais. en termes de présence physique, ne serait-ce que dans la ville dans laquelle tu es. Et tu passes aussi par les différents mécanismes que l'on connaît aujourd'hui, notamment des réseaux. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un côté donc fournisseur, partenaire, il y a un côté qui m'incombe à moi, où j'ai la pleine liberté
de trouver des moyens d'acquisition de clients. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'est pas enfermé, contrairement à mon expérience Subway, où c'était vraiment pour le coup opaque, il n'y avait absolument pas possibilité d'avoir la main sur quoi que ce soit. Là, c'est vraiment assez libre et c'est ce qui m'a plu dans ce partenariat-là. Donc, c'est vraiment cool. Quels sont les axes que tu considères être d'amélioration dans ton activité? Alors, le premier axe que je te dirais, c'est qu'étant donné que je suis sur un business hybride, donc je ne suis pas totalement opaque, hein, j'ai plus mon SORU, c'est d'augmenter ma visibilité, d'augmenter la qualité de mon accueil. Parce qu'à la base, une dark kitchen, étant donné qu'elle n'accueille pas le public, elle n'a pas forcément à se prendre la tête sur la décoration, etc. Moi, à partir du moment où j'accueille du monde, il faut que je travaille là-dessus. C'est super important. Maintenant, on parle de restaurants Instagrammables. Ce terme-là, Instagrammable, il est super important. Donc, il faut que je travaille dessus pour que lorsque les clients voient ma vitrine déjà, il ait envie de rentrer. Et puis, une fois qu'il est à l'intérieur, ils disent, ah, putain, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, amener cette plus-value-là au-delà de mes plats. Vraiment l'expérience client qui, je pense, pour le coup, m'incombe à moi. D'accord, je comprends. En fait, ça me fait penser à... En fait, j'ai une question à te poser. Grosso Mhm. modo, une personne aujourd'hui qui veut lancer une dark kitchen, qu'est-ce qui est important pour lui à savoir? Alors, avant, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est fait sur son territoire. Parce que selon la ville où tu vas être, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats à la fin. Il faut savoir que je suis dans une petite ville d'à peu près 60 000 habitants. Il n'y a pas une énorme concurrence sur les produits que je propose. Donc, je savais plus ou moins qu'à partir du moment où j'allais lancer un produit, il allait avoir un certain succès. Donc, je dirais la première chose, c'est vraiment de regarder son territoire et ce qui est proposé par ses concurrents. La deuxième chose, de quand même se positionner sur un emplacement où il y a du piéton. Le piéton, c'est le nerf de la guerre. Euh, c'est le piéton qui va venir consommer chez toi. Au-delà des faire de la vente à emporter, si tu veux aussi multiplier les canaux d'acquisition de clients et faire de la vente en ligne et puis de la vente en physique, il faut absolument que tu t'attardes à trouver un local qui est disposé dans une situation où il y a du passage client. Donc, c'est les deux éléments que je te dirais là tout de suite. D'accord, ok, je te remercie. Ça sera forcément très intéressant à entendre. Toi, en tant que solopreneur, là, aujourd'hui, tu t'es lancé dedans, tu vois Mhm, que finalement les choses marchent plutôt bien. exactement. Euh, quelle, euh, quelle est ta journée type? Parce qu'en fait, tu es solopreneur, tu agis pour ta dark kitchen, mais tu as aussi tes autres activités annexes. Ouais. Déroule-nous un peu ta journée type. Comment tu t'organises? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, principalement, à la base, je suis un investisseur dans l'immobilier, je suis marchand de biens. Donc, moi, mon domaine d'expertise et de prédilection, c'est l'immobilier. Ok, Donc, juste pour ouais. ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier dont la tâche principale est de faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Donc, de tout type de biens, hein. Ça peut être des appartements, maisons, locaux commerciaux, des terrains. L'objectif, c'est d'acheter un bien, de le rénover ou pas et de le revendre avec une plus-value. Donc, voilà, ça, c'est mon activité première. D'accord. Donc, du coup, j'ai cette activité-là en plus de la restauration. Donc, mes journées types sont, enfin, j'ai pas de journée type, hein, mes journées sont toujours différentes. Si je te parle que du restaurant, sans parler de ce que je fais à côté, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis tout seul aujourd'hui dans ce restaurant-là. J'ai pas d'équipier, je travaille tout seul. Ça va pas être le cas indéfiniment, mais là, pour le coup, je lance l'activité. Je préfère commencer tout seul. Donc, ma journée type, elle est très simple, hein. Je m'attache à déjà réceptionner mes livraisons. Donc, lorsque je réceptionne tout ça, donc je mets ma mise en place. Je prépare mes aliments, donc je fais tout ce qui est découpe de légumes, etc. C'est vraiment la journée la cuisine classique, hein. Je fais ma mise en place. Puis après, viennent les moments des commandes, hein. Donc, je suis prêt pour recevoir les commandes. Je fais mes commandes. Je donne les commandes au livreur ou au client qui vient sur place récupérer sa commande. Puis, je fais ça jusqu'au soir, hein. Et puis, le soir, c'est ménage. Et puis après, on recommence le lendemain, hein. C'est assez classique. Ça, c'est vraiment juste pour la dark kitchen. Après, j'ai d'autres activités à côté. Donc je peux t'expliquer aussi mes journées. Mais pour la dark kitchen, en tout cas, c'est ce que je fais. Ouais, d'accord. Non, en fait, dans le cadre du podcast, je pense que je t'inviterai pour parler de tes autres activités. Comme ça, Ok, il y aura un cadre quand même, tu vois. On va pas d'accord, ok, ouais, faut s'éparpiller. pas Il y trop aura un trop. cadre pour que les gens puissent suivre et que D'accord. les gens qui potentiellement sont attirés par le côté je me lance en solo Hmm. dans un commerce de bouche puissent justement mieux capter ce que tu dis et qu'ils puissent mieux se projeter. Et sur tes autres activités,
je t'appellerai, on fera aussi un épisode particulier pour tes autres activités pour que Avec grand plaisir. justement les gens puissent aussi mieux se projeter là-dessus et qu'il y ait plus d'informations parce que là, tu vas en parler brièvement et tu vas pas Bien sûr. forcément Ouais. en parler dans les détails. Mm. Et donc, en fait, maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question. En fait, c'est une question, mais c'est plutôt deux questions en une. C'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait transformer son idée en business en solo, donc en tant que solopreneur, ou quel conseil donnerais-tu à une personne qui, pour le coup, solopreneur, s'est déjà lancé, mais qui rencontre actuellement un moment de doute, un moment de moins bien, en fait, tu vois, un moment où il se pose des questions, justement. La personne se pose des questions. Quel conseil tu pourrais donner à Bah, je cette dirais pour quelqu'un personne-là? qui s'est pas encore lancé, je dirais d'abord tester le produit. Il faut d'abord tester le marché, tester son produit. Tu vois, moi, j'ai la chance d'être propriétaire des murs. Donc, j'ai pas pris le risque de signer un bail et de payer un loyer avant de me lancer. Donc, j'ai eu cette chance-là pour ma part. Malgré ça, avant de me lancer, j'ai quand même testé le produit. C'était pas moi qui le faisais, j'ai quand même testé le produit avant de commercialiser. Ça, c'est de un. Et même si j'avais pas eu ce local-là, j'aurais quand même testé quelque chose avant d'engager des frais, donc quoi que ce soit. Donc, la première chose que je dirais, c'est avant de se lancer, il faut tester. Tester son idée concrètement avec des clients sur le marché, ou en tout cas tester son produit. Ça, c'est le premier élément que je dirais. Quelqu'un qui s'est déjà lancé et qui rencontre des difficultés, je dirais déjà c'est normal. C'est normal de rencontrer des difficultés. Ça fait partie du processus d'évolution. C'est comme ça qu'on évolue en faisant des erreurs et en rencontrant des difficultés. Donc, je dirais juste d'être ouvert en fait au changement. Si ton idée ne fonctionne pas, en tout cas pas à la hauteur que ce que tu souhaiterais, c'est pas parce que c'est forcément une mauvaise idée, c'est que tu as un levier que tu n'as pas activé ou tu as trop activé, etc. Donc, être ouvert au changement, être ouvert à l'adaptabilité et savoir surtout que c'est normal. C'est normal si ça ne fonctionne pas dès le début. D'accord, très bien. Je te remercie parce que pour le coup, dans ce que tu viens de dire, tu mets en lumière un peu mon discours sur le podcast, Mhm. qui est que, en fait, pour transformer une idée en business, il y a deux phases. Il y a une phase de test et une phase d'exécution. Et la phase de test, elle est primordiale, surtout Ouais. quand on est solopreneur, parce que comme tu le disais aussi subtilement dans tous tes propos, tu es seul, donc euh, peu de temps, une énergie limitée et potentiellement des ressources financières ou autres limitées. Donc, et quand tu testes, ça te permet aussi de prendre des petits risques, pas de gros risques. Mhm. En plus, c'est vrai que tu le sais très bien qu'un projet pro et un projet, enfin, un projet pro en tant que solopreneur est intrinsèquement lié à un projet perso en réalité, parce que tu te Bien mets en sûr, bien sûr. risque Bien sûr. finalement, tu vois. Ce qui fait que le fait de tester son idée, ça permet aussi de pas trop, d'éviter de limiter les risques de se planter trop grandement, en fait, tu vois, de Exactement. façon incroyable. Et il y a aussi ce que tu disais aussi par rapport à l'idée. euh, Ça rejoint aussi ce que je dis dans le sens où, en fait, quand tu as une idée que tu souhaites développer, bah, c'est soit elle marche, elle fonctionne et tout va bien, soit pour le coup, tu vas rencontrer un moment on va dire, un point de bascule où tu vas rencontrer des difficultés, ou pour le coup, tu vas peut-être devoir pivoter un peu ton idée pour la changer et t'adapter de sorte à ce qu'il y ait réellement cette adéquation avec le marché par Mhm. rapport aux produits ou aux services que tu offres, ou potentiellement, bah, finalement, ton idée euh, elle n'est pas top. Et donc là, Ce qui peut arriver aussi, bien sûr. Ça peut arriver aussi. Hein. tu On va pas baisses les vendre du volets. rêve en disant que, bien sûr, Tu ça baisses arrive les que volets. l'idée ne marche pas, que ça abandonne, tout à fait. Tu baisses les volets. Donc ouais, c'était hyper intéressant pour moi et pertinent de ce que tu dis, puisque tu mets en lumière un peu le discours que j'ai sur ce podcast. Euh, Comment on rentre en contact avec toi, Philippe? Alors aujourd'hui, ça va évoluer dans le futur, mais aujourd'hui, c'est uniquement par Instagram. Donc, j'ai une chaîne qui s'appelle Philippe PFC. Je vais produire du contenu dans les semaines, dans les mois qui viennent, où je vais montrer un petit peu ce que je fais au quotidien, que ce soit dans la food, là, dans les restaurants ou dans l'immobilier de manière générale. Donc, pour le moment, c'est le seul canal où on peut me trouver, mais ça évoluera par la suite avec, j'espère, une chaîne YouTube et d'autres réseaux. D'accord, très bien. Bon, après, je le dis un peu, hein, Philippe et moi, on se connaît et on va être Exactement. amené à réaliser des événements dans lesquels on sera présent en tant qu'intervenant, dans lequel on va pouvoir justement donner le meilleur de nous-mêmes en termes de conseils utiles et pratiques pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui rencontrent des difficultés.
Et donc, les événements seront, comment dire, on va les réaliser sur l'année 2025, hein, tout simplement. Exactement. Donc, Philippe, moi, je te remercie pour l'échange. Merci à toi, Nicolas. Je pense que c'était top pour un premier échange en termes de présentation qui tu es, de présentation de l'une de tes activités qui est Mhm. la Dark Kitchen. Et comme je te le disais, je t'inviterai aussi pour tes autres activités euh, Ouais, avec grand plaisir, bien de sûr. solopreneur pour que tu puisses justement les illustrer, les mettre en lumière et donner un maximum de bons conseils à ceux qui suivent le podcast Better Call. Bah, avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ceux qui regardent la vidéo trouveront la valeur qui a été mise. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Nicolas, si besoin. On répondra avec grand plaisir à vos questions. Ok. Philippe, merci. Merci, Nico. À bientôt. À la ciao.